Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Yes Weekend, votre émission culturelle du vendredi soir. J'espère que vous vous portez bien ce soir. Direction le pays des contes, sommaire. Sylvain Lornier, un artiste aux multiples casquettes, tantôt conteur, comédien, auteur, mais aussi un des socles du Syndicart, est avec nous sur le plateau. Nous parlerons avec lui de ses projets et de l'avenir des artistes en Nouvelle-Calédonie. Stéphanie m'accompagnera, bien sûr, comme d'habitude, dans les perles. Elle nous parlera des contes adaptés au cinéma et pendant le jeu, elle nous testera sur le sens caché des contes les plus connus et à la fin de l'émission, elle nous présentera, comme d'habitude, ses idées sorties pour le week-end. Et j'aurai le plaisir de vous présenter le prochain magazine Entre Terre et Mer. Antoine navigue toujours entre terre et mer, mais cette fois-ci à la découverte des plantes qui renferment 1000 vertus. C'est votre magazine inédit de demain soir à 19h sur Calédonia. Mais sans plus attendre, on retrouve Sylvain Lornier qui va nous enchanter avec son premier conte. Il était une fois un homme qui était pauvre. Pourtant, il travaillait. Mais on sait en Calédonie qu'on peut être pauvre tout en travaillant. Lui, il était porteur d'eau. Tous les matins, il partait de son village avec une perche en bambou et sur sa perche, il y avait 2 cruches parfaitement identiques. Il arrivait au puits, il remplissait ces 2 cruches et il s'en retournait à son village donner à boire aux gens qui en avaient besoin. Ces 2 cruches étaient parfaitement identiques, sauf que il y en a une qui était jeune. Elle gardait toute son eau. L'autre était beaucoup plus vieille. Elle était poreuse et elle en perdait un peu. Et ce faisant, eh bien, elle déséquilibrait sa marche et elle lui faisait perdre de l'argent. Et un jour, la vieille cruche a fait ce qu'aucune cruche n'avait jamais fait. Elle a brisé le silence des cruches. Et au moment où l'homme la remplissait, elle lui a dit « Ah ou pardon, j'ai honte. J'ai honte de ce que je suis. Je devrais garder toute mon eau et puis j'en perds la moitié, je te fais perdre du temps, de l'argent. Je fragilise ta marche. J'ai vraiment honte de ce que je suis. Pardonne-moi. » L'homme, tout d'abord, tout comme vous, a été surpris qu'une cruche parle. En général, des cruches qui parlent, bon, à la rigueur, à la baie des Citrons, en Zoata, on en voit quelques-unes, mais pas forcément là. La surprise passée, il lui a dit « Écoute, arrête de t'inquiéter. Laisse-moi te remettre sur la perche en bambou, et puis tu vas regarder de ton côté du chemin, tu vas voir. » Alors la cruche s'est laissée remplir, et puis ils ont repris le petit chemin qui menait jusqu'au village. Et là, de son côté du chemin, elle a regardé et il y avait plein de fleurs. L'homme lui a dit « Regarde de l'autre côté. » Ce qu'elle a fait, et là, il n'y avait que des mauvaises herbes, des herbes folles. Oui, j'ai beau être pauvre, je sais regarder. J'avais vu que tu perdais de ton eau, alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé. J'ai pris des graines, des petites graines de fleurs, que j'ai lancées sur ton côté du chemin. Ainsi, sans le savoir, tu les as fait pousser. Ainsi, tu as rendu chaque jour mon chemin beaucoup plus agréable. J'ai alerté ma femme qu'il y avait de belles fleurs qui poussaient grâce à toi. Alors elle, tous les matins, elle vient sur le bord du chemin, elle en coupe quelques-unes et elle va les vendre au marché. Grâce à toi, nous n'avons jamais été aussi riches. Petite histoire, pour dire merci à tous les gens qui font un travail avec notre jeunesse sur le pays. Nos jeunes ont besoin d'être élevés, d'être arrosés. Qualité et défaut, on sait quand on est jeune, tout ça, ça veut rien dire. C'est juste à nous, les adultes, de savoir regarder et d'arroser. Olé. Bravo Sylvain. Viens me rejoindre sur le plateau. Qu'est-ce que c'est beau? Oui, oui, j'étais un petit peu stressé quand même de mon côté. Mais c'est pas évident en plus pour toi de compter sans public. Sans le public, oui, sans le public. Et puis en petite forme courte, je suis plutôt un mec qui parle un peu longtemps et qui prend son temps. Donc oui, pardon pour les petites glissades que j'ai pu avoir durant le conte. Ça arrive. Sylvain, en plus, toi je sais que tu aimes pas monter sur scène quand tu racontes des contes, tu aimes être à la hauteur de ton auditoire. Ouais, carrément. Parce que le conte, de toute façon, c'est ça. Tout le monde raconte les histoires tout le temps. On sera surtout dans le pays, tout le monde se raconte. Et le but du conte, c'est justement que cette parole, elle soit au niveau de tous et qu'elle puisse être dite
par tous. Donc oui, j'ai du mal à accepter le fait d'être surélevé quand on raconte. Donc je milite pour qu'on n'ait pas de scène, nous les conteurs, qu'on soit vraiment au même niveau que le public. Et puis surtout pour avoir les pieds aussi dans la terre, bien ressentir un petit peu où on est et avec qui on est. Donc ça veut dire que tu reçois autant que tu donnes lors de tes contes? Oui, carrément, et tout bouge en fonction du public qu'on a aussi, de l'énergie qu'on nous renvoie, du lieu aussi. Donc oui, ça c'est le grand plaisir du conteur, c'est qu'on fait avec ce qu'on est, au moment où on est là, et surtout avec les gens. Alors toi, tu n'as pas toujours été conteur. Non. Comment le conte est arrivé à toi? Et comment toi tu es arrivé au conte? Ouais, c'est plutôt le conte qui est venu à moi. Je planais beaucoup, j'ai toujours plané. On me traitait de luneux, de tête en l'air, voilà, c'était vraiment quelque chose qui était chez moi, mais j'étais, entre guillemets, bien structuré par mes parents, donc j'ai passé des diplômes, j'ai eu une vie avant, et puis à la trentaine, dans cette vie, j'étais plus heureux, je voyais que je me voyais pas terminer comme ça, et donc j'ai commencé à chercher qui j'étais. J'ai pas trouvé, c'est des personnes qui m'ont dit mais toi tu planes, t'aimes bien t'inventer des films, des histoires, il y a un conteur qui vient, Nordin Hassani, conteur d'origine berbère, et j'ai rencontré le conte comme ça dans un stage dans lequel j'osais pas parler, j'étais pétri de peur, et par contre j'ai découvert la puissance des histoires, parce que pour moi, on m'avait jamais raconté d'histoire, pour moi les histoires c'était le petit chaperon rouge, c'était voilà, tout ce qu'on connaît un petit peu par Walt Disney, et j'avais aucune connaissance de la puissance que peuvent dégager les contes. Et à partir de cette puissance-là, de cette rencontre avec les histoires, j'ai décidé d'en faire ma vie. Mais en décidant, je me suis rendu compte que j'avais peur de parler. Donc j'ai fait un gros travail sur moi et j'ai beaucoup appris, beaucoup rencontré pour passer le premier cap qui était la peur de m'adresser à des adultes. C'est vraiment ça, moi, un dur chemin de prendre la parole face à des adultes pour m'exprimer et raconter des choses. Ok. Et ton chemin, il s'est posé ici en Nouvelle-Calédonie? Oui. Le pays t'a apporté également cette parole? Ah ben c'est le déclic, je pense que si j'avais été ailleurs, ça aurait pas résonné comme ça. J'ai eu la chance de vivre un peu en tribu, donc de baigner dans les contes, dans les histoires qu'on me racontait, les histoires de Cavereux. Moi j'étais plutôt dans la région de Canala. Et puis les mystiques, les histoires qu'on se raconte, les histoires de boucans, de lutins. Et puis aussi simplement le fait de se raconter, on se parle beaucoup. Moi c'était il y a 25 ans, la télé, à l'époque il n'y avait pas l'électricité où j'étais, il n'y avait pas d'ordinateur, donc on passait un peu de temps à se parler, à se raconter. Et j'ai aimé ça, j'ai aimé cette simplicité-là, les coups de chasse, on me racontait les coups de pêche, tout ça était très fleuri, plein de joie, plein de proximité. Donc ça m'a beaucoup nourri, ça m'a donné beaucoup envie. Puis après, il y a eu la rencontre évidemment de la coutume, des prises de parole, donc la parole était là aussi. Et c'est comme ça que ça a pris sens un peu pour moi, entre mon chemin de doux rêveur et puis le fait que j'étais arrivé ici, dans un pays de paroles. Ok. C'est ce qui nourrit ton inspiration ou il y a autre chose? Il y a beaucoup de choses qui nourrissent mon inspiration. Il y a évidemment le pays, il y a évidemment mon enfance, tout ce que j'ai pu traverser. Moi, je suis un enfant des dessins animés, on ne me racontait pas trop d'histoires. Par contre, j'ai mangé des dessins animés quand j'étais gosse, donc je me nourris beaucoup de cet univers-là aussi. Je me nourris du pays, je me nourris de l'actualité. Moi, je suis très intéressé par, on va dire, les religions, les mystiques du monde. J'ai fait des études d'histoire, d'ethno, donc je suis passionné par les peuples premiers. Donc je vais un peu dans tous les pays du monde pour recueillir des paroles qui font sens, parce que les gens sont un peu partout pareils. On cherche tous un peu la même chose, l'amour, la nature, le respect, l'écoute, grandir, évoluer, s'élever. C'est un peu commun à tous les peuples. Donc après, on mixe. Des fois, je mixe des histoires de là-bas avec des éléments d'ici. Je m'amuse un peu avec tout ça. Alors, quand on est conteur, et nous, en tant que spectateurs, on voit la partie orale. Ouais. Mais du coup, il y a énormément d'écriture, j'imagine. L'écriture, c'est quoi pour toi? L'écriture, ça a été le premier mode de rencontre avec les gens pour moi. Avant même d'être conteur, j'écrivais beaucoup quand j'étais à la fac, ou aux copains, ou à des copines, des lettres, soit des fois des lettres d'amour, des lettres de gag. C'est d'abord ça, je viens d'abord de là, parce que j'étais vraiment bloqué au niveau de la parole. Et puis après, dans le conte, bah oui, au début, tu fais des va-et-vient sans cesse entre ton écrit, ton oral, ton écrit, ton oral. Donc avant de sortir une histoire, je dois passer par l'écrit, après je reviens à l'oral, je me rends compte que oui, je suis trop influencé par l'écrit, donc je module un peu, je repars, on fait des recherches aussi, on essaye de mettre des fois, moi je m'amuse avec le slam, avec la poésie, avec d'autres choses, mettre des petits outils différents à l'intérieur.
Transition toute trouvée parce que tu mêles ton art aux d'autres arts, pardon. Ouais. On a vu tu jouais un petit peu de musique en même temps. Ouais, bon là c'est léger, les copains musicos vont rigoler aussi. Je suis pas du tout musicien, mais oui, moi c'est un peu comme ça que j'ai appris sur le pays, en mélangeant ce que je faisais avec des amis artistes, puisqu'il n'y avait pas vraiment moi, de formation ici au niveau du conte. Donc je me suis formé moi en travaillant avec des copains qui étaient comédiens, en mélangeant à la musique, en mélangeant au slam, en mélangeant à la langue des signes. Et le fait de travailler avec des artistes différents, ça m'a apporté de nouveaux points de vision sur mon art, de nouveaux rythmes, de nouvelles manières d'aborder, de me mélanger. Donc tout ça a fait que ça a continué de nourrir un peu le conte avec d'autres outils. Donc oui, moi j'ai beaucoup travaillé comme ça, je continue. C'est vrai que depuis quelque temps, je repars dans des formes un peu solo aussi, plus légères, plus de disponibilité. Et puis dans ces temps où tous les budgets se coupent, le fait d'y aller tout seul aussi, ça permet à des gens plus facilement de pouvoir t'accueillir aussi. D'accord. Quel message tu veux faire passer à travers tes contes? Waouh! J'ai pas de visée pédagogique déjà dans les contes. Pour moi, la pédagogie avec les contes, le message peut-être, c'est que toutes ces paroles-là, d'où qu'elles viennent, elles résonnent en nous. Moi, je vois quand je raconte sur Nouméa ou en Brousse, que ce soit des histoires d'ici ou des histoires d'ailleurs, il y a quelque chose qui se passe, il y a une vibration qui est commune à tout le monde quand on va à l'essentiel des sentiments. Moi, ce que j'essaye plutôt de développer dans mes contes, c'est de travailler sur les sentiments qui animent les personnages. Et ce que j'essaye de développer, c'est de dire aux gens, vous voyez, quand on partage nos intimités, c'est là où on peut se rapprocher. Même si des fois ces intimités sont douloureuses, le but c'est ça, c'est d'échanger autour de nos intimités, des fois de nos douleurs. Ça n'empêche pas d'y mettre de l'humour, mais de rencontrons-nous autour de ça, autour de nos sentiments profonds, plutôt que de rester à la surface sur Internet, sur Facebook, et de balancer des mots épidermiques, des mots très violents. Donc non, essayons de comprendre le chemin de l'autre, qu'est-ce qui amène l'autre à avoir tel type de comportement, tel type de pensée. Et les contes permettent ça, parce que les personnages souvent évoluent dans les contes, sont traversés par des doutes, par des douleurs. Donc c'est ça que moi j'essaye de faire et dans le conte et dans les événements qu'on essaye de créer autour de la parole, parce qu'il n'y a pas que le conte, il y a le slam, il y a la poésie. C'est de dire aux gens, voilà, on a cette force dans le pays d'avoir plein de lieux de parole. Et essayons de nous rencontrer autour de nos intimités, de ce qui nous traverse, ce qui nous meut, ce qui nous touche, ce qui nous rend des fois tristes. Mais parlons-en simplement avec nos mots à nous. Et restons pas au superficiel de ce qu'on voit et jouons pas trop avec nos instincts primaires, quoi. C'est ce qu'on fait un peu tout le monde en ce moment sur les réseaux sociaux. Les instincts primaires se lâchent et on n'essaye pas de comprendre d'où vient le feu, d'où vient la problématique. Aller au fond des choses. Voilà. Est-ce que c'est un art qui est accessible à tout le monde? Parce que tu l'as dit toi-même, tu étais un grand timide. Ouais. Et finalement, maintenant, tu t'exprimes devant un auditoire. Oui. Pour moi, je suis convaincu que c'est accessible à tout le monde. Et on le voit en Calédonie. Hein. Tu vis ici aussi là, des fêtes, des endroits où les gens prennent la parole, se racontent. Alors des fois, c'est un peu plus tard le soir, quand ils ont un petit coup dans le nez. Mais il y a cette gouaille dans le pays. Il y a cette mystique aussi. Les jeunes parlent souvent de mystique. Sans galvauder le mot, il y a une vraie quête dans notre jeunesse aussi, de voir plus loin, de sentir l'invisible, de sentir tout ce qui nous traverse. Donc oui, je me souviens plus du début de ta question. Ben si, c'était accessible à tous, mais tu as très bien répondu en tout cas. Tout le monde peut se mettre au compte. Et... Je fais pas mal d'ateliers en ce moment, depuis pas mal d'années, pour aider justement les jeunes à s'exprimer, leur expliquer. C'est important. Voilà, parce que moi je suis passé par les mêmes peurs qu'eux, les mêmes angoisses. Ce que je dis souvent, moi pendant 2 ans, je vomissais comme une bête avant d'aller raconter des histoires. J'étais malade, j'étais en transe totale, c'était un dur chemin, mais j'avais pas les outils. Et avec le temps, j'ai commencé à acquérir ces outils, notamment la respiration, qui est l'un des socles de notre travail pour moi, et l'introspection aussi, se connaître soi-même avant de pouvoir raconter aux autres. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit que quand la source est trouble, ce qui va sortir l'est aussi. Donc nous, on doit d'abord travailler sur notre source, sur notre propre histoire, pour pouvoir se permettre de porter d'autres histoires. Mais oui, après, c'est plein de petites techniques qui sont accessibles à tous. On n'a pas besoin de costumes, on n'a pas besoin de décor, on n'a pas besoin d'être un super bon en français, on fait... Le conteur fait avec ce qu'il est. Il travaille sur ce qu'il est, mais il fait d'abord avec ce qu'il est. Ok. Tes projets perso au niveau du conte?
Mes projets perso, c'est déjà de continuer de conter le plus longtemps possible. Donc je nourris chaque année, j'apprends de nouvelles histoires. Là, je suis sur un projet avec mon comparse Erwan Botrel où on est en train de travailler sur un spectacle. On est en train aussi de travailler sur un petit spectacle de chansons pour enfants. Ok. On aime bien ça. Là, prochainement, le 14 août, il y a le Nakadir. Donc on développe des petites formes aussi d'échange de paroles. Ok. Nous, on vient avec des textes, mais les gens peuvent venir parler aussi, s'exprimer, échanger, des poèmes qu'ils aiment, des pensées qu'ils ont. Donc ça sera au Nakamal 21 à Magenta. Après, il y a le festival Conti Conta qui arrive, auquel je participe en août. Après, il va y avoir le festival de contes de Tembe aussi, dans lequel je suis. Je travaille avec la commune de Thio là-dessus. Yes. Et puis voilà, pas mal de petits spectacles durant l'année. Le festival Endemix aussi, je crois qu'il va y avoir en septembre. Ok. Puis sur les routes, un peu, RSMA de Koumak, Koné, Ok. Point Bout. On peut te retrouver un petit peu de partout en tout cas. Voilà, Farino aussi, tous les mois, on fait une veillée comptée aussi là-bas. Yes. C'est cool, on peut te voir en tout cas. Oui, voilà, puis souvent je suis avec d'autres aussi. Le but c'est de mélanger les paroles. Donc dans le Nakadir ou les veillées Farino, on vient avec d'autres personnes pour aussi mélanger les styles. Parce que... Tu m'as dit que tu venais de Canala, tu t'es attaché à la brousse? Oui, pour dire simple, si j'avais pas grandi, on va dire grandi dans mon pays en brousse, je sais pas si je serais resté en Nouvelle-Calédonie. Donc oui, moi je suis attaché viscéralement à la brousse. Canala, c'est le premier pied de racine que j'ai eu, donc je salue la petite famille de Emma, les copains de Kako, mais après il y a eu Ouvea, donc je salue très bien aussi fortement la famille Congouleux qui est sur Nimé, les amis sur Lifou, Mado, Hélène. Donc oui, puis je fais un métier qui me permet aussi de bouger, de rencontrer les gens. Donc oui, la brousse, c'est ce qui compose, moi, ce qui fait que je suis là, que je suis resté ici, c'est l'amour que j'ai pour ce pays, vient d'abord de là. Après, j'ai rencontré Nouméa, d'autres choses intéressantes sur Nouméa, le brassage des cultures, les gens, mais c'est la brousse qui fait que je suis ici, bien sûr. Et qui t'ont amené au conte. En tout cas, les contes, il en est question dans les perles de Steph. On va accueillir Steph tout de suite. Jingle. Bonsoir. Salut Steph. Alors effectivement, je vais vous en parler. Donc Sylvain l'a dit, on a tous été bercés par les contes donc, de Walt Disney. Hein. Mais il faut savoir qu'à l'origine, Walt Disney s'est inspiré des contes du danois. Donc voilà, c'est vrai quand on parle de Blanche-Neige, La Belle au bois dormant, donc ça c'est Walt Disney, ce sont des classiques. Mais il faut savoir qu'à l'origine, donc c'est des contes donc, du danois, donc Hans Christian Andersen. Ici, aussi du français Charles Perrault et encore les auteurs allemands, donc les frères Grimm. Donc ce sont eux, Walt Disney s'est inspiré de leurs contes qui eux-mêmes se sont inspirés de contes issus de la tradition orale. D'accord. Et il faut savoir qu'à l'origine, ces contes avaient pour objectif de prévenir les enfants de la cruauté donc, du monde. Donc c'est ce qu'on va un peu découvrir dans notre jeu par la suite. Vous allez voir qu'en fonction par rapport au moral donc, de chaque conte. Donc un certain nombre d'entre eux donc, ont été adaptés donc, au cinéma. Donc c'est ce qu'on a dit, donc Walt Disney. Et d'ailleurs, le plus gros succès de film d'animation donc Disney, donc c'est celui de La Reine des Neiges. Yes. La Reine des Neiges, donc il faut savoir que c'est un conte donc d'Andersen qui est paru en 1844. Ah ouais, bah tiens, je savais pas ça. Donc La Reine des Neiges 1 qui est sorti en 2013. Donc vous voyez les images. Et puis 6 ans après, donc Disney remet ça avec La Reine des Neiges 2. Repartirai pas sans toi, Ouais. En plus on entend. Je ne partirai pas sans toi, Elsa. Voilà, donc La Reine des Neiges 2 qui est sorti donc l'année dernière. L'année dernière, exactement. Et c'est celui-ci donc le plus gros succès donc des films d'animation avec plus de 1,5 milliard de francs CFP donc de recettes au box-office. Ok. Il y a également eu un certain nombre de séries. Hein. Donc bien sûr, je vous ai fait une petite sélection parce qu'il y a pas mal de reprises. Donc la série, donc je vais vous parler de celle-ci, donc sur Netflix parce que je l'aime bien. Donc c'est Grimm. Donc elle est sortie en 2011 et elle nous plonge vraiment dans l'univers en fait des créatures, des contes des frères Grimm. Ok. Et le héros, c'est Nick en fait, il est policier. Et il s'avère que c'est un Grimm. Donc vous voyez les images derrière vous. Un Grimm, c'est quoi? Un Grimm, c'est-à-dire que lui, il a la capacité, parce que c'est un Grimm, de pouvoir voir les gens tels qu'ils sont. En fait, les créatures un peu que l'on retrouve dans... Voilà. Et donc il doit protéger les hommes de ces créatures qui sont échappées des contes de fées. Ok. Donc, voilà, et ça, c'est à partir d'un conte? Voilà, ils se sont inspirés du conte des frères Grimm. Donc on retrouve dedans des créatures, le grand méchant loup, etc., le petit chaperon rouge. Il y a plein de contes dans cette série. Voilà, donc je vous conseille, messieurs. Pas du tout. Là, Pas du tout. Ah ouais.
Il faut que j'aille... C'est très juste, c'est que beaucoup, même tous les grands succès du cinéma viennent du conte. Tu prends Le Seigneur des Anneaux, c'est ça. La Guerre des Étoiles, George Lucas a fait des études pendant 3 ans de mythologie. Donc il s'est inspiré de plein de mythologies pour faire La Guerre des Étoiles. En ce moment, il y a une série The Sorcerer qui cartonne aussi. C'est lié au conte. Tous les grands succès, et même les Marvel, hein, qui ont été faits par des immigrés européens qui se sont nourris des contes européens pour faire du Marvel. Donc on a besoin de rêver, on a besoin de métaphores, de contes. Nous, en tant qu'humains, c'est la base de nos sociétés. Tout part de là. Tout part de là. Merci beaucoup. Steph, on te retrouve pour le jeu après. C'est ça. Merci. Sylvain, autre casquette Ouais. à ton arc, j'allais dire, mais c'est plutôt une autre corde à ton arc. Sur ma calvitie, tu vois. Peut-être, c'est toi qui l'as dit. Depuis le début de l'année, tu es à l'initiative et vice-président du Syndicart. Voilà, on est nombreux à être à l'initiative, mais oui, je suis dans le petit pool, petit groupe par rapport au syndicat. Oui. Ok, un syndicat donc d'artistes sur le territoire qui a le but de fédérer les artistes. Alors est-ce que c'est depuis le début de l'année? Est-ce que c'est mission réussie? On est en août maintenant? On a commencé en avril, à la suite du confinement, on a commencé à réfléchir à quelque chose. Et là, en ce moment, on rencontre. On a eu notre première rencontre vraiment, parce qu'on attendait de se structurer, de structurer l'outil. Parce que nous, pour l'instant, on est juste des gars qui travaillons, gars et des filles, pardon, sur une maison. Donc là, on a fait la dalle pour que ça soit bien stable. Et l'idée, c'est qu'après, ce soit les gens nourrissent cette maison avec leurs réflexions, leurs besoins, leurs problématiques. Donc actuellement, on doit être 70-80 personnes qui ont déjà fait la démarche d'adhérer. Là, on a fait une réunion il y a peu où on avait une 50aine de personnes. Et puis, l'idée, c'est de continuer les rencontres toute l'année, dans le Nord, sur les îles, pour faire remonter les choses et puis pour fédérer, parce qu'on a conscience que si on veut peser, si on veut avoir une parole, il faut qu'on ait une parole pays, qu'on soit pluriel, que ce soit dans nos arts. Donc ça, on n'y arrive pas trop mal. Tous les pôles artistiques sont déjà représentés. Déjà, des gens s'engagent. Et puis aussi au niveau de la géographie du pays. Donc ça, c'est un travail plus long, de plus long terme, parce que on n'est que des artistes. On fait ça à côté de notre mode survie, de notre art. Donc là, en ce moment, le chemin, c'est ce travail-là, c'est de rencontrer du monde, d'échanger, de parler, et puis d'amener du monde à nous. Pas une tâche simple. Le pays est grand, les artistes sont pluriels, ils sont très pris. En plus, il y a eu quelques tentatives il y a quelques années. On sait qu'on s'inscrit dans quelque chose qui a existé mais qui n'a pas forcément marché. Donc on y va avec humilité et surtout avec un grand désir de partager cette parole, parce qu'on n'aura pas de syndicat si on ne part pas sur la parole de tous. Alors qu'est-ce qui est différent des différents collectifs qui ont existé et qui n'ont pas fonctionné? Alors déjà là, on ne se met pas en collectif, on se met direct en association. D'accord. On assume tout de suite le mot syndicat, ce qu'on n'avait pas osé faire avant. Et puis on a tous pris un peu d'âge aussi, qui fait aussi que, moi, à mon petit niveau, l'une des choses qui a déclenché ça, c'est que je suis assez, je ne vais pas dire assis, parce que quand on est artiste, on n'est jamais vraiment assis, mais ça va, j'arrive à vivre de mon art, donc je peux maintenant donner un peu de temps pour les autres. Pas pour moi, parce que moi, la situation... Ce qui était compliqué avant. Ce qui était complètement compliqué, c'était la recherche au cachet, à bouffer vite, à travailler. Et là, on commence à avoir un peu de temps, donc se dire, investir ce temps-là sur des choses qu'on connaît. Il y a plein d'amis qui s'engagent dans l'écologie ou dans plein d'autres causes. Moi, je connais un peu l'art, depuis sillonner le pays depuis une vingtaine d'années. Les artistes aussi, le fait de se mélanger, on est plusieurs comme ça dans le collectif, dans le syndicat. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, on a un âge où on peut aussi peut-être, on est plus apaisé, on glisse un peu moins sur les sentiers de la parole. Et puis, ne pas travailler pour nous aussi, travailler pour les enfants, les jeunes qui vont arriver maintenant. Et on sait tous qu'un pays se construit avec sa culture. L'art, c'est un socle aussi pour créer un pays. Et conscient de ça, on a envie aussi de nous participer à ça. Et avec l'expérience qu'on a, parce qu'on est dans cette politique culturelle, nous, depuis des années, on en a vu passer du monde, on en a vu des essais, des politiques, et on commence à avoir aussi un point de vue intéressant. Et tous les artistes qui œuvrent depuis des années, on a tous, à force de rencontrer du monde, on a un point de vue qui est assez juste. On veut être au plus près des gens, on veut faire vraiment un travail de terrain. Et l'idée, c'est de se regrouper pour parler de tout ça et puis défendre aussi des droits qu'on n'a pas, parce que les artistes n'ont aucun droit ici, quoi. Voilà, on est assimilés à des chefs d'entreprise un peu. Et c'est pas tout à fait le corps de notre métier d'être chef d'entreprise, d'être avec un ridet, une patente et fournir comme un artisan. Même si on est des artisans de l'art, mais les problématiques sont un peu différentes. On l'a surtout vu pendant le Covid, quoi. Nous, on a eu
un silence assourdissant quant aux prises de parole autour de la culture aussi. Ouais. Très peu de mots, de paroles fortes qui ont été données autour de ça. Du coup, tu as dit tout à l'heure que vous vouliez peser. Est-ce que vous vous sentez pas écouté? Est-ce qu'on se sent Écouté par, par le gouvernement, par les décisions qui sont prises sur la culture? Pour l'instant, je pense qu'ils ont beaucoup d'autres sujets catastrophiques à gérer. Du coup, vous passez en dernier. Des sujets économiques. Donc pour l'instant, non, mais les artistes, on peut écouter de façon générale. Hein. Globalement, on est très peu écoutés. On nous demande de faire des choses, on travaille en synergie, mais nous, poser nos idées, nos visions pour la culture du pays. Mais pourquoi on est peu écouté? Parce qu'on est très éparses aussi. Et c'est pour ça que construire une parole forte ensemble pour pouvoir peser sur ces visions qu'on a tous, du nord au sud, aux îles, soit métro, Kanak, Wallisien, on voit, on vit des choses, on sent des choses avec le public. Et on fait surtout un travail de terrain, donc on voit ce qui marche pas. Et c'est un peu regrouper tout ça pour être une force de proposition. Voilà, nous, on ne veut pas aller contre, mais on veut proposer des choses. Ok. Vous êtes un peu, tu te considères comme un bouche-trou du gouvernement, qui est un peu. Moi, je trouve que souvent la culture est mise pour faire joli. On dit, regardez quand même, c'est souvent ce qu'on met en avant, le sport, la culture, regardez, on l'a vu pour les Jeux de 2011 et tout, la culture, on en met quand il faut faire joli, dans des cérémonies. Mais après, une fois que les paillettes sont passées, les grands événements, qu'est-ce qui se passe concrètement, vraiment, et pour les artistes, et sur ce travail du terrain, parce qu'on est quand même moi, personnellement, moi, je suis un animal social. L'art, pour moi, doit être travaillé main dans la main avec la société. C'est pour ça que je fais beaucoup d'interventions. On est des acteurs de la société, de faire bouger les choses, aider au mieux-être. Donc oui, ça là-dessus. Après, il y a plein de gens qui nous font confiance, avec qui on bosse depuis des années, qui nous font travailler. Mais je pense que l'art peut être encore plus présent. Ouais. Et on parle souvent de jeunesse en ce moment. Et quand on parle de jeunesse, oui, il faut leur faire du sport. Mais je suis désolé, quoi. Moi, tu m'aurais fait faire du sport quand j'avais 20 ans, avec toutes mes problématiques à moi. Le sport, j'en avais rien à faire. Ouais. Il y a des gamins qui ont besoin d'autre chose que du sport, qui ont besoin d'exprimer leur chemin, leur histoire, leur intimité, se sentir valorisé par rapport à ça. Et l'art, c'est quand même un peu ça. C'est valoriser aussi ses chemins personnels. Okay. Permettre aux gens de s'exprimer. Ok. On parle de. Merci, c'est gentil. Juste rapidement, on parle de syndicats, donc de bâches bleues. Est-ce que vous pouvez tout bloquer à un moment donné? Rapidement. Elles seront peut-être roses, nos bâches, mais oui, bien sûr. Il y a un moment, c'est aussi une force. C'est pour ça qu'on a voulu assumer le mot syndicat. Ouais. Que oui, on veut, à un moment, quand on sera force de proposition, on veut rencontrer les gens. Et si on n'est pas entendu, on usera des moyens que nous, on a en tant qu'artistes. Ce ne sont pas forcément les mêmes moyens que les syndicats d'usine, où on a notre folie aussi, on a notre création, on a nos manières d'intervenir, on sait prendre la parole, on sait intervenir dans les rues, puis on a le public aussi qui est là, pour qui on travaille depuis des années, qui peut aussi nous rejoindre. Donc oui, évidemment, on ne s'interdit pas du tout des actions plus ou moins fortes au fil du temps. Mais avant toute chose, on doit d'abord recueillir et fédérer pour être proposé. Avant de rentrer dans le dur, il faut d'abord qu'on dialogue, qu'on propose des choses. Et c'est ce qu'on est en train de construire sur ce chemin-là qu'on veut aller. Ok. Merci, le message est passé. Okay. Merci beaucoup Sylvain. On va maintenant jouer. On va se détendre un petit peu avec le jeu de Steph. Jingle. T'étais tendu, je t'ai tendu. À toi Steph. Donc dans le jeu, on va voir si vous connaissez vos classiques donc en matière de contes. Je fais partie dans les classiques. Alors c'est pas grave. Donc voilà, donc vous avez d'abord le premier exercice, donc je vais le mettre ici. Premier exercice. Oui, premier exercice carrément. Alors voilà, tac, vous avez les marqueurs. Je vais vous expliquer aussi pour que nos téléspectateurs. Bah oui. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous avez un certain nombre. Donc, vous devez m'aider à retrouver en fait qui a écrit quoi. D'accord. Qui de Andersen, qui des frères Grimm ou qui de Perrault. Donc Charles Perrault a écrit tous les contes que vous avez sur votre petite liste. Okay. Donc La Petite Poucette, La Belle au bois dormant, Barbe Bleue, Réponse, Les Musiciens de Brême et puis Ariel. Alors tu sais que des fois, Perrault et Grimm se sont inspirés des mêmes contes. C'est vrai. Ok. Mais je veux le premier. Parce que c'est vrai que généralement. Alors là, vous allez voir où je suis très mauvais avec les contes classiques parce que j'en raconte jamais. Alors c'est parti, vous devez relier, hein, vous avez vu, vous avez des. Donc vous reliez et vous avez 15 secondes. 15 secondes 15 secondes. Et La Petite Poucette. Alors je lance. Réponse. La Belle au bois dormant. Belle au bois dormant. Musicien Barbe Bleue. Musicien de Brême. La Petite Sirène. Barbe Bleue. La Petite Sirène. Les Musiciens de Brême. Ah, je me suis trompé.
La petite sirène, c'est Anderson. Moi j'ai fait tout au pif, ça sert à rien de regarder. Hein. Et moi, c'est un peu bordel, moi. Alors, bon, c'est pas grave, hein, on va voir ça. Montrer un peu vos réponses. Alors, on va commencer. Alors. Ça ressemble à rien. Oui, il y a plein de compteurs qui vont se moquer de moi. Ok, donc Alors, on va, dis-nous tous. on va commencer par Anderson. Donc j'ai commencé. Alors Anderson, vous avez mis qui? Anderson, alors Moi j'ai mis la petite poussette et réponse. Moi, j'ai mis la petite poussette, la petite sirène et musicien de Brême. Alors donc Anderson, c'est la petite poussette et donc Ariel, Ariel. Oui. La petite sirène. Sirène. Alors il faut savoir donc la petite poussette qui est parue en 1835 et puis la petite sirène donc c'était en 1837. Il faut savoir que dans la petite sirène d'Anderson, dans sa version, elle se transforme en écume hein, parce que dans Walt Disney, elle épouse le prince. transforme en écume. Donc en fait elle En meurt. légumes. Ah oui, d'accord. Je croyais en C'est légumes. assez tragique. Non, pas en D'accord. légumes. Après on poursuit Perrault. Perrault, moi j'ai mis la Belle au bois dormant. Ouais, moi aussi. Oui, et puis C'est tout, moi j'ai mis que ça. Et moi, j'ai mis la Belle au bas dormant et Barbe Bleue. bravo, très bien. Ok. Donc la Belle au bois dormant. Ça c'est Perrault, ok. Oui, Perrault, donc la Belle au bois dormant 1697 et Barbe Bleue 1697, la même année aussi. Papaye. Donc on enchaîne, alors les frères Grimm. Les frères Grimm, Ouais. bah, moi j'ai mis Barbe Bleue mais c'est trop tard et la petite sirène, donc voilà, Donc j'ai tout faux. réponse, les Réponse, frères Grimm, musicien donc Brême, alors. 1812, et puis réponse en fait, le titre original c'était Rapunzel. hein. Rapunzel. Voilà, et puis les musiciens de Brême en Musiciens de Brême. 1819. Ok. C'est très bien. Cool. Alors on enchaîne maintenant. Alors là c'est d'autres questions. Ok. Alors maintenant je me rappelle plus les fins parce que je vous ai dit que en fonction donc des auteurs, donc la fin Ok. des contes donc est différente. Donc vous devez mettre les initiales Ok. en fait des auteurs qui correspondent à chaque phrase. Donc vous avez le petit chaperon rouge. Tac, j'ai ici. Le petit chaperon rouge et sa grand-mère qui ont été dévorés par le loup sont délivrés par un chasseur providentiel. Vous devez Ouais. me dire, est-ce que c'est Perrault ou est-ce que ce sont les frères Grimm? Qui a écrit que... Est-ce que cette fin correspond D'accord. à quel conte et de quel auteur? De quelle hauteur surtout? Voilà. Et le petit chaperon rouge et sa grand-mère se font dévorer par le loup. Bah je sais pas moi. Alors, Qu'est-ce que t'as marqué? réponse. Moi, j'ai pris le parti pris que Grimm, il est plus sanglant que Perrault. Perrault, il est un peu plus catholique, donc il va Ok. peut-être faire des fins un peu plus cool. Ok. Mais peut-être que je me suis planté. Alors, Oui. est-ce que c'est ça? Je me suis Parce planté, qu'en c'est l'inverse. fait, c'est l'inverse. Donc, le petit chaperon rouge et sa grand-mère se font dévorer par le loup. Donc, c'était Perrault. Donc, c'est la D'accord. fin de Perrault. Et le Ok. petit chaperon rouge et sa grand-mère qui ont été dévorés par le loup c'est sont Grimm. délivrés par un le chasseur chasseur, c'est les providentiel. frères Grimm. C'est la version des frères Grimm. D'accord. Donc, on poursuit. Après, vous avez Cendrillon. Cendrillon. Les Cendrillon. protestants sont moins sanglants que les catholiques. Cendrillon épouse le prince charmant charmant. et pardonne à ses deux méchantes sœurs. Cendrillon épouse le prince charmant, mais ses deux méchantes sœurs, en guise de punition, perdent la vue. Bah du coup, perdre la vue c'est Perrault. Non, Ah, ils ont alterné. Ah ouais, ils ont Oui. alterné la Ok. méchanceté en fait. Ah. là D'accord. c'était les Grimm. Elles Ok. perdent la vue lors du mariage, elles se font dévorer les yeux par des oiseaux. Ok. Ok. T'as une troisième la Troisième, morale? alors la morale, donc vous Ok. avez... Allez rapidement parce qu'on n'a pas trop le temps. Tac tac, oui tu me bouscules. Donc, là c'est la réponse. Alors c'est Ah, parti, j'ai vous pas avez vu. le petit poussé, alors Il ne faut pas faire confiance aux inconnus. c'est qui? Petit poussé, après c'est quoi? Alors vous avez comme morale, il ne faut pas faire confiance aux inconnus, on dénigre souvent celui qui paraît le plus faible de tous. Yes. Et puis vous avez également, il ne faut pas rejeter l'autre sous prétexte qu'il est différent, mais essayer plutôt d'apprendre à le connaître. Donc vous avez le petit poussé, le vilain petit canard et Hansel et Gretel. Ok. Donc, on dénigre souvent celui qui paraît le plus faible de tous, le vilain petit canard. Ouais. Il ne faut pas faire confiance aux inconnus, le petit poussé. C'est ça? Pas du tout. Ah, bah si. Allez. Alors, donc, le petit poussé, on dénigre souvent celui qui paraît le plus faible de tous. Oui, parce qu'il est Hansel et le plus Gretel, faible. il ne faut pas faire confiance aux inconnus, donc ils ont fait confiance à la sorcière. hein. Ok. Et puis le vilain petit canard, il ne faut pas rejeter l'autre sous prétexte qu'il est différent, il faut plutôt apprendre à le Ah, connaître. Bon, le petit canard, on était d'accord. Wow. Voilà. Ben oui, parce que le petit poussé, c'était le plus petit. Ouais, c'est vrai. Bon, comme on est grand, on sait pas. Exactement. Comme on a oublié surtout. Merci beaucoup Stéphanie. Et merci. Merci beaucoup. C'est moi. Comme ça, ça nous remet dans nos classiques. Exactement. On va passer tout de suite au magazine du week-end. Jingle. Ce week-end, c'est le magazine Entre Terre et Mer qu'on vous propose de découvrir samedi à 19h un magazine inédit sur les plantes du bord de mer. Extrait.
Antoine, Oui, tu vois, ça c'est le noni, le fameux noni. le Oui. fameux noni. Alors on peut boire. C'est les fruits, les feuilles, qu'est-ce qu'on fait avec? Les fruits on boit et les feuilles on s'en sert pour l'engrais de poisson. D'accord. Voilà. Alors on fait c'est quand on a la gratte que Quand on a l'on... l'engrais, on fait bouillir les feuilles, on mange les fruits. Et puis quand quand il y a des gros poissons Quand on voit attrape que des c'est gros risqué, poissons voilà. et qu'il y a du risque. on peut envelopper avec les feuilles ou faire un petit paquet de cœur de noni et puis tu mets dans la marmite. Pour enlever Voilà, un peu pour enlever un peu la le gratte, là. poisson dedans. Ok. Voilà. Et ça, c'est des savoirs, vous, Marc, on vous a transmis aussi? C'est des... Oui, Ça date? ça date de nos vieux. Vous êtes guérisseuse? Oui, non, Non. je ne suis pas guérisseuse. Par contre, vous avez vraiment Par contre, la ben, notion, voilà. la connaissance des Oui, plantes. la connaissance des plantes. Antoine nous a rejoint sur ces belles images. Salut Antoine. Hello, Adrien. Ça va? Oui. Ouais. Alors les plantes du bord de mer, tu nous emmènes où? Avec qui? On vient de découvrir un de tes personnages. Alors là, dans l'extrait que vous venez de voir, oui, on est avec Marthe, une dame remplie de sagesse et de savoir autour des plantes. Là, pour le coup, on a été à la recherche des plantes du quotidien. Et c'est surtout, on s'est interrogé sur le fait que c'est des arbres, des plantes qui nous entourent, qu'on voit tout le temps, mais auxquelles finalement on apporte peu d'importance. Ou alors on va chercher de l'utilitaire. On va couper des branches, des troncs. C'est vraiment... Alors qu'au final, non. L'idée, c'est que toutes ces plantes, on sous-estime leur vertu, leur pouvoir. Mais vraiment dans le quotidien bénin, c'est-à-dire que ça va soigner un petit bobo ou des choses plus conséquentes, allant jusqu'à l'asthme, voire... Enfin, voilà. Et bord de mer aussi, parce qu'on s'est dit, mais finalement le lien il est évident, c'est-à-dire que la moindre blessure, le moindre incident qu'il peut y avoir en mer, finalement tu sors de l'eau et à proximité il y a ces plantes qui ont Ces vertus, quoi. qui ont ces pouvoirs-là. Donc sans mettre en lumière, sans chercher à déceler les secrets, on est juste venu s'interroger sur le rôle qu'elle joue sur l'homme et notre équilibre, quoi. Et grâce à Marthe, et en fin de compte, là Marthe c'est un petit sujet dans le grand sujet parce qu'on part en fin de compte avec Soubama qu'on a rencontré, qui est revenu au pays depuis quelques temps, qui a fait des longues études de chimie. D'accord. Et elle s'est spécialisée en ethnopharmacologie. D'accord. Donc c'est cohérent aussi, c'est-à-dire qu'on met il y a à la fois comment dire, un héritage, un patrimoine des plantes, mais aussi un patrimoine humain. Parce qu'il y a vraiment tous ces anciens, là, ces anciennes, guérisseurs, guérisseuses, enfin... Ils connaissent toutes ces vertus. Ils connaissent toutes ces plantes. C'est une bibliothèque, quoi. Voilà. C'est une bibliothèque, mais à qui est-ce qu'elle est destinée? Est-ce que c'est facile? On parle beaucoup de transmission, d'échange. Est-ce que c'est facile de donner son savoir, de partager? Est-ce que les gens en face sont réceptifs? Parce qu'on parle de bibliothèque, mais j'ai envie de dire qu'il faut toute une vie pour maîtriser la connaissance de toutes ces plantes. Ou alors même une vie, ça suffirait pas. Mais voilà. Et encore une fois, là, ce qu'on voit dans l'extrait, là, on peut croire que c'est de la mauvaise herbe, de la plante envahissante. Donc on a tendance à la négliger. Alors qu'au final, il y a des lianes là qui traînent que oui, en effet, des fois, elles sont embêtantes parce qu'elles bouffent sur le sable, elles prennent beaucoup de place. Mais quand on sait qu'elles sont comestibles, qu'elles soignent la gratte, qu'elles soignent le rhumatisme, qu'elles soignent... Tu les vois plus de la même façon, quoi. Et après, grâce à Soubama, il y a l'aspect chimie qui arrive aussi dedans, c'est-à-dire que elle arrive à extraire les molécules, à extraire les essences et à associer toutes ces plantes pour en faire justement des remèdes, quoi, des médicaments naturels, 100% naturels. Il n'y a pas de générique, il n'y a pas de, comment on appelle ça, de zut de flûte. En tout cas, elle nous l'expliquera très bien dans le reportage. Mais du moins, c'est de la chimie naturelle. Alors, en fait. Je vais reprendre un de ces exemples. Voilà, c'est de la chimie naturelle. Je vais reprendre un de ces exemples. Mais par exemple, dans les machines à café,
L'arôme vanille, eh bien, c'est un composant de plein d'arômes pour arriver à la vanille. Ouais, Il n'y a rien de la vanille. Il n'y a rien de la vanille, exactement. là-dedans. C'est comme dans les yaourts à la fraise, il n'y a pas de fraise. Voilà. C'est des comment on appelle ça, des Des colorants, des artifices, des arômes. Et elle nous l'expliquera dans le reportage. Mais voilà, donc c'est un retour à son travail à Subama actuellement, du moins humain, c'est de se refamiliariser, de redécouvrir ou de découvrir finalement les plantes du quotidien pour fabriquer un savon, pour fabriquer de la lessive, voilà. Et du coup, pour en faire profiter tout le monde, parce que je vois qu'elle fait des ateliers derrière, enfin en tout cas, il y a... Alors là, elle est dans une démarche de restitution. Là, en fait, Subama, on l'a suivi du côté de Vaud, à Gatop, à Webouyan, justement dans un échange de savoir-faire, de partage autour de ces plantes. C'est-à-dire que c'est des plantes qui nous entourent, on a tendance à oublier un peu leur vertu, leur utilisation première. Donc voilà, le prochain terrain mer, on s'intéresse aux plantes. Ça et promet, puis super. J'ai envie aussi de... Enfin, elle nous l'expliquera, mais... Alors, on parle des plantes du bord de mer, mais derrière, on parle aussi de conservation du patrimoine. Ouais. C'est-à-dire qu'on... C'est des choses qui tendent à se perdre si on... Elles se perdent, mais à qui est-ce destiné aussi? Parce qu'il faut savoir que toutes ces essences, toutes ces plantes-là, extrêmement riches en molécules, elles intéressent énormément de lobbying, de puissance dans la pharmacologie, dans les parfums, donc dans les crèmes, bien sûr. Il faut jauger et en même temps. Tout est fait à base de plantes, donc. Complètement. Ouais. À mon avis, il faut avant tout prendre connaissance de ce qui nous entoure, des gens qui vivent autour de ces plantes, avant de chercher à faire quelconque business ou quelconque. Enfin voilà, c'est un petit message en aparté, mais. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir ça, de découvrir ça dans ton magazine inédit. C'est ça, entre terre et mer, avec autour des plantes. Les plantes du bord de mer. Ouais, les plantes du bord de mer. Et encore une fois, de belles rencontres, et essentiellement cette fois-ci avec Subama. Ok, super. Eh ben, on a hâte de découvrir le magazine d'Antoine demain à 19h. Prenez rendez-vous. Et si demain à 19h, vous faites autre chose, vous pouvez, par exemple, regarder tous les Entre Terre et Mer sur le site internet www.caledonia.nc en replay, bien sûr. Et il est maintenant l'heure de retrouver une nouvelle fois Stéphanie qui va nous dévoiler ses idées sorties du week-end. Jingle. Alors, si vous avez besoin de vous détendre, direction le parc Georges Brunelé sur l'Ansvata, puisqu'il se déroulera donc la 5e édition du Spirit Festival organisé par l'association Gayatri Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est ce samedi et ce dimanche de 8h à 17h. Un certain nombre de stands vous y attendent, comme l'incontournable marché artisanal ou encore donc le Zen Garden. Donc, il y a différents aussi ateliers, yoga, danse intuitive et plein d'autres choses encore. L'entrée au festival est gratuite. Enfin, pour celles et ceux qui ont envie de se dégourdir les jambes, direction la province Nord où se tiendra donc le 50e mini-marathon Kone-Pambout ce samedi 8 août dès 8h. Alors pour les 10 km, le départ est prévu au stade Yoshida, donc sur Kone dès 8h. Pour cette course, il vous faudra débourser 1500 francs et pour les 10 kilos, oh là là, je m'embrouille, et ça sera 1000 francs pour les 5 km dont le départ est prévu à 9h30 en face de Nord Motors. Attention, un certificat médical vous sera demandé. Et le premier prix, 50 000 francs. Ça vaut le coup. Oui, j'aurais peut-être dû m'entraîner. Merci beaucoup Stéphanie et merci à tous de nous suivre toutes les semaines dans Yes Weekend. Merci beaucoup à Sylvain de s'être déplacé sur les plateaux de Yes Weekend. Et la semaine prochaine, ceux qui vont se déplacer sur le plateau de Yes Weekend, c'est Xavi et DJ SE. Ce sera plus rap cette fois-ci, hip-hop. Allez, on se dit à la semaine prochaine et on se quitte sur le dernier live de Sylvain Lornier avec un nouveau conte. Tata la bande. C'est l'histoire d'un père. Ce père, il a un fils. Et ce fils, il est blasant et blasé. Il passe tout son temps derrière les écrans. Le père, il comprend pas. Tablette, téléphone, ordinateur, à l'école, il fait rien. Le père, il comprend d'autant moins que lui, quand il était petit, il n'y avait pas tout ça. En plus, lui, quand il était petit, il devait travailler à la propriété. Mais le gosse, il fait rien. Alors le père, il essaye toutes les techniques qu'il connaît. Brimade, engueulade, privation, punition, mais rien n'y fait, le fils reste blasant et blasé.
Alors un jour, le père, il en a marre. Il prend son fils par le callback, il prend un sac, il met tout son linge dedans, direction la brousse. 3 heures de route, ils arrivent dans une petite tribu où le père a partagé un peu de sa jeunesse. Arrivé dans la tribu, il laisse son fils avec ses amis d'enfance. Et il lui dit, écoute, tu vas rester là 1 semaine et on verra après. La semaine s'écoule, le père revient, il reprend son fils, direction la capitale. Et il retourne. Au début, pas un mot n'est échangé. Et puis à un moment, le père regarde son fils et lui dit, allons, t'as vu? T'as vu comment les gens vivent simplement? Ouais, papa, j'ai vu. Et c'était comment? Waouh, papa, c'était fantastique. Ah bon? Et qu'est-ce que tu as appris? Ce que j'ai appris, papa, c'est que nous, à la capitale, on a une piscine qui fait la moitié du jardin. Eux, ils ont la mer juste en face. Nous, on a plein de lampadaires pour éclairer la nuit. Eux, ils ont des étoiles qui les éclairent et les font rêver. Nous, on achète notre nourriture. Eux, ils la cultivent. Nous, on a un jardinier, une femme de ménage. Eux, ils s'aident les uns les autres. Nous, on a des grands murs pour protéger la maison avec des caméras. Eux, ils ont une famille. Ils ont des amis. Ils se protègent les uns les autres. Le père était bouche bée. À un moment, le fils a repris la parole et il a dit « Merci papa. Merci de m'avoir montré tout ce qu'on n'avait pas. » Et l'histoire dit que le père et le fils sont repartis sur de nouveaux chemins. Des chemins de partage et de simplicité.